Nous sommes ici à la Nuit du droit cette année. Monsieur le Président, un petit mot pour la fin, s'il vous plaît. Écoutez, un mot de très grande satisfaction d'avoir pu construire de manière collective et partenariale, comme nous aimons le faire à Dijon, cette soirée dans le cadre de la Nuit du droit, où nous avons pu voir un film passionnant, s'intéresser à un sujet sociétal avec des problématiques juridiques ou judiciaires, on l'a vu, et un intérêt très grand que nous avons pour le droit de l'environnement, pour des raisons bien précises à Dijon, et également comme citoyen. Et donc voilà, une grande satisfaction, un très grand plaisir d'avoir pu organiser et assister à cette très belle soirée. Monsieur le procureur. La même satisfaction, une soirée qui s'est très bien passée, qui est très enrichissante, je trouve, qui s'inscrit donc dans la Nuit du droit avec des événements un peu partout en France, mais on peut dire que cet événement à Dijon est un événement d'ampleur. Nous avons eu la chance, en effet, de voir un film passionnant sur un sujet qui l'est tout autant, et d'avoir le réalisateur de ce film et le principal protagoniste, donc une illustration et des échanges ensuite qui étaient tout à fait vivants et au cœur de l'actualité, bien que l'événement ait quelques années, on a bien senti que le sujet était plus que jamais au cœur des débats, au cœur de l'actualité, au cœur du droit aussi, et c'était bien l'objet de cette soirée. Monsieur le bâtonnier. Même enthousiasme. Moi, j'attache beaucoup d'importance à faire participer tous les acteurs possibles du droit, les étudiants, les acteurs judiciaires que nous sommes au quotidien, et aussi les professionnels, et ça permet de baigner un peu dans ce monde un peu particulier, de démocratiser l'accès au droit sur une thématique particulière de ce soir, le droit de l'environnement, et puis de le rendre accessible et de peut-être créer des prises de conscience sur le sujet qu'on a souhaité aborder ce soir, qui est donc le pesticide, l'intérêt ou pas, et surtout le droit à travers les pesticides. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Voilà, bonne soirée. Nous venons d'avoir 3 interviews et Monsieur le Président du tribunal administratif va aussi nous dire un petit mot de la fin sur cette soirée. Écoutez, je suis ravi, je crois que c'est un succès. Il y avait du public, il y avait du contenu, il y avait de l'échange, il y avait de la transversalité. Je crois que c'est ça aussi la diversité du droit et sa proximité des citoyens. C'est donc une très belle soirée pour moi. Merci beaucoup. Voilà, on vient d'entendre, on peut dire, les officiels du droit qui viennent de nous dire le petit mot de la fin. Et cette fois-ci, c'est le réalisateur qui va nous dire, voilà, cette soirée, comment il l'a ressentie avec son court-métrage, avec ce film qui nous a étonnés, qui nous a impliqués tous les uns avec les autres. Donc je vais vous donner la parole. Eh bien, c'était un plaisir. Je tiens le micro. C'était un plaisir de pouvoir participer à cette soirée parce que c'est pas tous les soirs que j'ai fait. Je pense que c'est la première projection avec vraiment un aspect juridique qui a été évoqué tout au long du débat. Et c'est assez intéressant de pouvoir faire une projection complètement différente de ce que j'ai pu faire avec ce documentaire qui a tourné quand même pendant plus de 2 ans, je pense, au cinéma. Depuis, il y a eu un peu moins de projections, mais voilà, je sais pas, peut-être que tu veux dire autre chose. Alors justement, sans vous, il n'y aurait pas de film, sans le réalisateur non plus d'ailleurs, mais c'est quand même vous qui avez initialisé tout ça, donc un petit mot s'il vous plaît. Oui, j'ai trouvé que cette soirée était super intéressante parce que c'est assez cocasse de se retrouver dans un événement comme ça autour du droit, alors que ce sont les structures judiciaires qui justement ont porté ce procès. Et ça fait plaisir de voir qu'en définitive, quand on fait confiance à la justice, on peut avoir un rendu, un verdict, on peut avoir un verdict qui soit cohérent avec les éléments de droit qui sont dans la réglementation. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Bonne soirée. L'audience est ouverte. Non, je plaisante. Je suis David Dupont, président du tribunal administratif de Dijon. Et je suis très très heureux de vous voir nombreux pour assister à cette petite cérémonie de la Nuit du droit. Enfin, cérémonie, le mot est mal choisi. La Nuit du droit, beaucoup d'entre vous le savent parce que je crois qu'il y a pas mal d'étudiants en droit dans la salle.
La Nuit du droit, c'est une petite institution créée par le Conseil constitutionnel, en tout cas par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, il y a quelques années, qui est fondée, qui est arc-boutée à la date du 4 octobre, date anniversaire de la Constitution de 1958, et dont la finalité est de montrer combien le droit, aussi technique soit-il, aussi compliqué soit-il, est proche des citoyens et a pour finalité de construire l'état du droit, l'état de droit. Alors, chaque tribunal, chaque université, chaque institution juridictionnelle ou juridique plus largement, choisit son thème, choisit sa petite manifestation pour animer la Nuit du droit partout en France. Ici, on a décidé de le faire cette année en collaboration entre plusieurs institutions de Dijon, le tribunal judiciaire, représenté par son président, le président Laplane, l'université, le centre départemental d'accès au droit, le tribunal administratif de Dijon et bien sûr le barreau de Dijon qui sera représenté par le bâtonnier M. Schmitt. Le thème qu'on a choisi ensemble est un thème transversal, ce qui justifie d'ailleurs cette collaboration entre nos institutions. C'est le thème de l'environnement. Et le but de cette soirée, c'est de montrer combien l'environnement est saisi par le droit, combien les notions juridiques imprègnent l'environnement, les thématiques de l'environnement, les exigences contemporaines pour faire prévaloir l'environnement sur des enjeux économiques ou autres. Et l'objet de cette soirée, c'est de débattre aussi de ces éléments-là et de faire apparaître combien les institutions juridictionnelles, combien les professionnels du droit sont impliqués dans la défense de l'environnement et la protection des citoyens contre ceux qui portent atteinte à l'environnement. J'en dis pas plus, je passe la parole au président Laplane. Oui, bonsoir à tous, Bruno Laplane. Bonsoir à tous, Bruno Laplane, je suis président du tribunal judiciaire, mais je ne représente pas moi seul ce tribunal, puisque je le co-représente avec le procureur de la République que vous apercevrez plus tard dans la soirée. Donc merci Monsieur le Président de cette présentation à laquelle j'adhère tout à fait, et cette action partenariale que nous avons souhaitée autour du droit de l'environnement. Une fois qu'on avait trouvé la thématique, il a fallu qu'on réfléchisse à l'animation, au contenu, et il se trouve que nous sommes tombés sur le film réalisé par Guillaume, je crois que c'est Guillaume Bodin, en 2015, je crois, et qui relatait les avatars judiciaires et les avatars environnementaux d'Emmanuel Giboulot. Et nous avons beaucoup de chance, puisque ce film de 52 minutes, qui s'appelle Insecticide, mon amour, eh bien, nous allons pouvoir non seulement le projeter, le visionner, mais ensuite échanger avec le réalisateur et le viticulteur. C'est une très grande chance, et c'est vrai que ça nous permettait à la fois de croiser les questions que vous avez posées, mais dans une dimension très locale, et même dans une dimension judiciaire, puisqu'il y a une phase judiciaire qui n'est peut-être pas au cœur du débat, mais qui fait partie évidemment du débat. Ceci pour dire que donc notre soirée va se répartir en 3 séquences. Première séquence, le film. Deuxième séquence, échange avec le viticulteur et le réalisateur. Troisième temps, plaidoirie, concours de plaidoirie par des étudiants de la faculté de droit qui développeront 2 thèses qui vous seront présentées tout à l'heure et dont je précise qu'ils ont été coachés par 2 avocats du barreau Dijon que je remercie infiniment, Maître Abramovitch et Maître Jaffeux, puisqu'ils se sont beaucoup investis pour accompagner ces étudiants. Voilà. Donc on essaye de croiser avec cette soirée, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses, à la fois sur le fond, à la fois sur la méthode, à la fois sur l'intégration des étudiants et à la fois sur la sensibilisation de nos citoyens à ces problématiques, à la fois sociétales et juridiques. Et je crois que maintenant, place au film. Bonne soirée à tous. Procureur de la République à Dijon, et je voudrais doublement
remercier Guillaume Bodin et Emmanuel Giboulot. D'abord les remercier pour ce film qui nous parle à tous, hein, parce que on est en Bourgogne, on est à Dijon, tout cela se passe au pied de chez nous, à deux pas de la ville, à deux pas de la cité judiciaire qu'on a aperçue dans le film. Et puis ça nous parle aussi, et l'un des intervenants du film le dit, parce que ça traite du vin, et ça traite de la vigne, et qui a un côté sacré dans cette plante qui a été très, très bien décrit, et qui parle à notre cœur, qui parle à notre histoire, qui parle à nos papilles également. Donc merci beaucoup pour ce film qui va lancer le débat. Ça c'est le premier merci. Le deuxième merci, il est encore plus grand, il est merci d'être là. Merci d'être présent, parce que je crois que c'est vraiment une chance extraordinaire que vous nous offrez, d'être physiquement présent et de pouvoir en quelques mots, enfin le temps que vous souhaiterez présenter le film ou présenter ce que vous avez à présenter, et puis ensuite répondre à la salle, parce que c'est le plus grand intérêt, me semble-t-il, de cette soirée. Monsieur Giboulot, vous avez terminé le film en disant que le débat faisait rage. J'espère qu'il va faire rage aussi ce soir. C'est extrêmement important de pouvoir en échanger avant d'avoir les plaidoiries de nos étudiants. Moi j'ai noté aussi une phrase, et je vous cède immédiatement la parole, qui est importante ce soir. Elle est au début du film. Quand une loi est mal faite, ça nous pousse à ne pas la suivre. Et vous avez rappelé, Monsieur le Président du tribunal administratif, que nous étions le 4 octobre, à la nuit du droit, un événement organisé par le Conseil constitutionnel qui est le juge de la loi. Et donc nous allons débattre sur les insecticides et les pesticides, bien entendu, mais aussi sur le sens de la loi et sur la façon dont on doit l'appréhender dans un collectif. Je vous invite donc, Monsieur Giboulot, Monsieur Bodin, à nous rejoindre, et puis je vous cède immédiatement la parole pour quelques mots si vous le souhaitez, et ensuite la parole sera donnée à la salle, bien entendu. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir, merci à la Nuit du Droit d'avoir organisé, je ne vais pas citer tous les acteurs parce que je vais en oublier un, donc merci à la Nuit du Droit d'avoir organisé cette séance. Moi quand j'ai reçu l'email, j'ai dit je viens parce que c'est un sujet qui m'avait quand même animé pendant 2 ans. On a travaillé ensemble sur le projet quand même assez longtemps, et puis moi j'avais vraiment vécu les choses de l'intérieur, donc je trouvais très intéressant de pouvoir justement participer à cette soirée en ayant vécu aussi tout le passage au tribunal d'Emmanuel. Donc il y avait vraiment un intérêt aussi pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez proposer comme débat, et puis qui est pour ou contre les pesticides, comment on anime justement un débat comme ça. Donc voilà, c'était surtout l'intérêt pour venir à cette soirée, c'était ça pour moi, et puis merci à tous. Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est une situation un peu étonnante de se retrouver quelques années après cet événement, qui était un événement assez important dans ma vie, mais qui acte aussi une situation qui était vraiment compliquée à l'époque, quand la maladie a été mise en évidence et où il a fallu qu'il y ait des réactions qui se passent, quoi. Ça a profondément divisé le monde viticole, on peut le dire, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense plutôt le faire évoluer d'une façon assez positive. Parce que, bon, c'est peut-être un peu aller vite que de dire ça déjà à ce moment de la soirée, mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est que tout ce qui s'est passé là, ça a permis de faire évoluer à la fois les consciences, les pratiques, et puis l'encadrement de la maladie avec la profession, avec les structures de l'État, et bien sûr avec les professionnels, avec les viticulteurs. Et quels que soient les départements dans lesquels ça se passe, sachant par ailleurs que c'est une maladie qui continue d'évoluer dans un ensemble de départements français, et que
on pourra l'aborder un petit peu plus tard, mais la réglementation qui évolue aujourd'hui a plutôt tendance à laisser la profession libre de ses engagements. Mais on pourra y revenir après. Bonsoir à tous, je suis Jean-Philippe Schmitt, je suis avocat et bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dijon. Moi je remercie nos deux invités d'avoir fait le déplacement sur un événement effectivement un peu particulier, parce que c'est la nuit du droit, la soirée du droit, il ne fait pas encore nuit à cette heure-ci, mais le documentaire pour moi le met bien en lumière. Et moi je retiens, M. le procureur a retenu une phrase du début du documentaire, moi je retiens une phrase chantée en fin de documentaire, le droit marche-t-il droit? Et c'est un peu le sujet de ce soir que moi je voudrais vous imposer, au-delà du débat des pesticides, même si évidemment c'est lié. On part quand même au début de cette histoire d'un produit qui est autorisé à être mis sur le marché, qui fait l'objet d'un arrêté ministériel, qui préconise le traitement préventif et pas curatif, et qui donne du coup, vous avez parlé de déresponsabilisation dans le documentaire, qui donne du coup carte blanche à différents préfets, en tout cas au préfet de Saône-et-Loire, de se dire, semble-t-il sans avoir pris le poumon du terrain, qu'il faut, eh bien, puisqu'on a un endroit qui est infecté, tout traiter, tout de suite, maintenant et beaucoup. Donc on part au tout début de cette histoire. Aujourd'hui c'est facile après coup de faire une analyse rétroactive, mais avant on part finalement sur un débat qui est peine perdue, puisque le droit il est écrit, il est figé, et on a un arrêté qui s'impose à vous. Donc quel était votre état d'esprit au tout début de cette histoire, quelque part? Alors, on ne peut pas dire que le préfet ait pris sa décision seul. Il y a eu une concertation avec le syndicat viticole, la Confédération Générale des Appellations Contrôlées de Bourgogne. Il y a eu les représentants des chambres d'agriculture. Qui est-ce qu'il y avait d'autre qui a... La Fredon. Hein. La Fredon, oui. La Fredon, donc c'est l'organe... Non, la Fredon, c'est l'organe technique du ministère de l'Agriculture. Donc la décision de ce traitement s'est prise quand même en concertation avec ces structures-là, mais pas forcément en concertation avec les vignerons. Puisqu'on a des représentants et voilà, ces représentants étaient censés porter la bonne parole, sauf que comme il y avait ce phénomène de peur qui était vraiment très présent, puisqu'il y a un responsable syndical qui a dit mais ne déconnez pas, on est à la veille du phylloxéra. Donc quand on connaît l'impact sur le vignoble français et européen du phylloxéra dans l'histoire viticole, c'est quelque chose de très traumatisant. Donc le ton était donné, et c'est bien sûr par ce phénomène de peur que les décisions faciles du traitement systématique ont été prises. Moi, je voulais juste poser une question, parce que tu l'expliques assez bien. Parce qu'on parle de problèmes réglementaires dans l'arrêté préfectoral. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce cadre du problème réglementaire? Il faut savoir qu'il y a tu faisais référence dans le film à l'article de loi de 2003 qui encadre la gestion de cette maladie. Mais au sein de cet arrêté, de cette loi, après, il y a une forme de liberté qui est prise par le préfet, en tout cas à travers ses services, mais le préfet y signe en fait, c'est pas lui qui rédige les arrêtés. Il y a une latitude assez large. En fait, ce qu'il était dit dans l'arrêté, enfin dans la loi, c'est que pour déclencher un arrêté préfectoral obligeant à un traitement, il fallait qu'il y ait un caractère d'urgence. Or, en Côte d'Or,
le caractère d'urgence n'a pas pu être démontré, étant donné que la maladie n'était pas présente au moment où l'arrêté préfectoral a été promulgué. Donc il a été promulgué en juin, oui c'est ça, en juin 2013. À ce moment-là, il n'y avait pas de prospection qui avait été faite. Donc la prospection, c'est la situation qu'on vit en ce moment dans le vignoble, c'est-à-dire qu'on passe dans les parcelles, il y a une personne tous les 5 à 6 rangs, et on observe si on voit les symptômes de la maladie s'exprimer. Il y a un chef de groupe, on est 10, 15, 20, 30 dans un secteur, et le pied est marqué avec une ribalise, et sur le plan, le chef de groupe va noter ce pied. Ensuite, il y a les services de la Fredon qui vont venir prendre des échantillons de ce pied pour analyse. Et à partir de là, on sait si la maladie est présente ou pas. Voilà. Donc ça, c'est la base de travail qu'on a depuis l'automne 2013. Mais quand l'arrêté a été promulgué en juin 2013, ça, on ne le connaissait pas. On ne savait pas qu'il y avait de la maladie présente en Côte d'Or. Voilà, donc c'est ça la base en fait de la loi à l'époque qui encadrait ça. Donc ce caractère d'urgence, il y avait aussi... Il n'y avait pas une histoire de signature? La nécessité, voilà, signature du ministère de l'Agriculture. De soumettre à signature le ministère de l'Agriculture dans les 15 jours. Dans les 15 jours qui suivent la promulgation. Voilà. Mais ça sont des règles qui n'ont pas été respectées. Et justement, voilà. Et justement, c'est les points sur lesquels on s'est arrêté, on s'est appuyé, pour notre défense avec mon avocat. On n'a pas développé des arguments particulièrement sur la notion d'environnement, de dangerosité des pesticides, toutes ces notions-là, qu'on aurait pu développer. On s'est simplement appuyé sur des éléments de droit. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en définitive, on a quand même été condamné en premier appel, en première instance, et il a fallu aller en appel pour que nos arguments soient entendus. Mais la question que je me pose, que sûrement certaines personnes se posent, c'est est-ce que ce débat juridique, vous l'aviez identifié dès le début? Est-ce que c'était d'abord un débat probablement lié à votre profession, à votre culture bio, en l'occurrence, qui a fait générer une réflexion plus poussée en droit, qui a vu apparaître des failles qui ont abouti au final, ou est-ce que vous aviez déjà identifié ce sujet de droit d'entrée une fois que l'arrêté préfectoral était sorti? Non, pour ma prise de décision de ne pas traiter, ça a été pris par rapport à l'incohérence de la situation. Ce qui rejoint les éléments de droit, mais en tout cas, voilà, moi je voulais pas, comme tu le dis dans le film, Guillaume, en bio, on avait le droit d'utiliser un insecticide, on a toujours le droit d'utiliser un insecticide qui est issu du pyrètre, donc issu d'un géranium, d'une plante, donc c'est tout à fait naturel, mais c'est un insecticide qui est photodégradable, donc il n'y a pas de rémanence, il a une durée de vie de l'ordre de 15-20 minutes quand il est utilisé, mais il n'est pas sélectif. Donc ça veut dire que quand on utilise cet insecticide, on va détruire potentiellement les fameuses cicadelles dont on parlait, mais aussi un ensemble d'autres organismes qui vivent dans notre environnement et sur lesquels on s'appuie justement pour essayer d'avoir une production la plus équilibrée, la plus naturelle possible. Donc c'est la base de notre raisonnement agricole, agronomique, c'était bien d'utiliser les éléments qu'on a dans notre environnement et jouer avec sans trop les détruire, parce que dès lors qu'on fait une culture, on détruit en partie notre environnement. Il faut bien être conscient de ça. L'équilibre parfait, il est dans la forêt, par exemple. Voilà, nous, depuis que l'agriculture a vu le jour, on n'arrête pas d'intervenir sur la destruction de ces équilibres naturels. Donc notre schéma aujourd'hui, c'est bien sûr d'aller vers cette production dont on a besoin dans notre modèle agricole, mais en respectant le plus possible les équilibres naturels. Et même, plus que les respecter, s'appuyer sur ces éléments, avec une meilleure connaissance, comme les Bourguignons ont pu le dire dans le film, où en fait
En connaissant mieux, par exemple, les organismes qui vivent dans le sol, on peut mieux faire fonctionner nos sols aujourd'hui qu'ils ne fonctionnaient avant, quand c'était complètement désherbé. Enfin, ça l'est encore hein, pour certains vignobles, malheureusement, mais voilà, on a un bien meilleur fonctionnement de notre sol, qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus résilient face aux excès climatiques, parce que ça, c'est un élément qu'il faut intégrer aujourd'hui d'une façon forte. Hein. C'est-à-dire que si nos sols fonctionnent mieux, effectivement, quand il pleut, ils vont davantage absorber l'eau. Hein, alors que sur des sols fermés, ben, l'eau va ruisseler très rapidement, donc on perd énormément d'eau. En plus, l'eau emmène des éléments de sol. Et puis aussi en été, enfin en période de déficit en eau, comme on peut le constater chacun aujourd'hui, on va garder davantage la fraîcheur. Donc on garde davantage d'eau et on est en remise en cause permanente. Et si on parle juste par rapport à la question, si on recentre un tout petit peu, il parlait justement de la construction juridique. Elle s'est faite en fait au moment du passage au tribunal avec ton avocat. C'est ça en fait, vous avez construit en fait... Ouais, trouver une issue à la situation juridique dans laquelle vous étiez, judiciaire en l'occurrence. Mais mon avocat... Et la solution s'est trouvée par la suite et pas sur ta volonté de départ et ta convocation au tribunal. Tu savais pas toutes ces choses-là avant. Non, bien sûr, bien sûr. Au début, c'était pas d'ailleurs une convocation au tribunal, c'était une convocation devant le substitut du procureur de la République. Voilà. Délégué du procureur. Délégué pour une alternative. Voilà. Et en fait, comme l'affaire a été médiatisée d'une façon assez large, ça s'est transformé. Donc dans un premier temps, moi j'étais pas prêt, donc j'ai demandé un renvoi. Et dans un deuxième temps, vous avez refusé le rappel à la loi. Je pense que ça devait être dans l'alternative aux poursuites. Non, je l'ai pas refusé. Okay. J'ai pas refusé. J'ai demandé un renvoi parce que j'étais pas disponible le jour où, en fait, la vérité c'est que j'étais pas prêt, hein, parce que j'ai été convoqué à la gendarmerie, enfin au commissariat de police de Beaune le 5 octobre 2013, et on commençait les vendanges 2 jours après, quelque chose comme ça. J'ai fait mes vendanges, les vinifs, tout ça, et puis quand la date s'est approchée, je me suis rendu compte que personne ne me suivait, me soutenait dans la profession. Individuellement, beaucoup de vignerons me suivaient, mais voilà, j'avais pas de soutien dans nos structures. Et donc, avec l'avocat, au début, il m'a vraiment mis en garde sur ce qui allait se passer, tout ce que j'allais devoir affronter avec ma famille. Et quand on a décidé d'y aller, voilà, d'office, il s'est appuyé sur des éléments de droit. Sachant que quand le juge est amené à devoir statuer sur votre dossier, le juge, il applique la loi. Il interprète la loi, ou il crée le droit lorsqu'on a un avis juridique. Mais là, je redis, hein, vous êtes avec un arrêté préfectoral qui a une base légale d'origine. Non mais voilà, non mais et c'est l'intérêt, du droit. Vous abordez pas le débat uniquement écologique. Vous évitez ce débat écologique pour vous caler uniquement sur le droit. C'est comme ça que vous en sortez. Tout à fait. C'est pas une pirouette. Et on peut poser la question, si ça avait été plutôt sur un débat écologique, potentiellement ça passait pas. Exactement, puisqu'on avait une base préfectorale. Et du coup, il fallait faire tomber la base, le support, pour pouvoir être entendu au niveau du droit. Tout à fait, c'est ce qui s'est produit. Une question, Monsieur le Président. Non, parce que depuis quelques minutes, j'avais précisément envie de vous interroger un peu sur ce plan, et je m'interrogeais si ce procès avait lieu aujourd'hui, comment ça se passerait. Et je pense, je parle sur le contrôle des gens plus compétents que moi, mais que le débat y compris juridique, se porterait de manière tout à fait différente, c'est-à-dire qu'on se borderait sans doute pas à invoquer l'irrégularité du fait qu'il n'y a pas eu la signature du ministère de l'Agriculture dans les 15 jours, ni peut-être même seulement la motion d'urgence, qui est un mélange un peu de procédure et de fond, mais peut-être plus au fond, on mettrait en balance, en termes d'intérêts fondamentaux, tout le dispositif qu'il y a, protecteur de l'environnement, la charte
Voilà, c'est un peu la question que je pose en fait à tout le monde. Est-ce que vous ne croyez pas que le débat se porterait de manière tout à fait différente et peut-être en termes de combat, entre guillemets, plus percutant que finalement, certes, vous avez bénéficié de cette relaxe en appel, mais sur les seuls motifs que vous avez indiqués et qui finalement, alors c'est peut-être à la fois un avantage et un inconvénient, ça a évité le débat de fond sur la dimension proprement environnementale, mais en même temps, est-ce que ça serait, comment dire ça, est-ce qu'un procès aujourd'hui là-dessus, est-ce que vous ne croyez pas qu'il glisserait beaucoup plus sur le fond? Qu'en pensez-vous et qu'en diriez-vous? C'est ma question. Alors, il faut rajouter quand même que la loi, après cette affaire, a évolué. Et justement pas du tout en faveur des éléments liés à des problématiques environnementales, parce que l'article qui imposait qu'il y ait un arrêté préfectoral qui disait qu'il fallait que ça réponde à une situation d'urgence, cet article-là, il a été supprimé. Et il n'y a plus besoin pour un arrêté préfectoral qui soit visé par le ministère. Donc déjà... Il y a moins besoin de prospection. Non. Non. Alors, oui, ça c'est en train de changer, c'est tout nouveau. Mais la prospection, elle dépend beaucoup de la posture des départements et des régions. Voilà. Et là, il y a maintenant, cette maladie de la flavescence dorée, elle est considérée au niveau européen comme une maladie de deuxième zone, comme du mildiou de l'oïdium, si vous voulez. Donc, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est que si les vignerons, au sein de leur appellation, leur vignoble, ne se prennent pas en charge, il n'y a pas de service de l'État qui va venir les contrôler et les obliger à mettre en place des mesures préventives, quoi. Moi j'ai une question peut-être à Monsieur le Président du tribunal administratif. Est-ce que à l'époque, en 2013, on avait une entrée judiciaire en droit administratif? Parce qu'on met en cause un arrêté préfectoral. Là, on a une voie pénale qui a été engagée par le parquet en l'occurrence. Est-ce que si vous aviez été acteur judiciaire d'entrée, il y aurait pu y avoir une voie de justice en droit administratif? Oui, on aurait perdu un très bon film. Effectivement, il y a des voies d'action directes contre l'arrêté préfectoral, y compris en référé, suspension. Évidemment, c'est pas facile à faire juger les questions, notamment sur le fond qu'évoquait le président Laplane. C'est pas facile de faire juger l'illégalité d'un arrêté avant même qu'il soit appliqué, avant même qu'il soit mis en œuvre. C'est-à-dire que les effets toxiques sur la vie, sur la santé, sont pas faciles à déterminer pour un juge avant qu'on ait la preuve, par des procès judiciaires, de la toxicité du produit ou de son incidence très défavorable sur l'environnement. Néanmoins, oui, juridiquement, il y a des actions, c'est d'ailleurs l'intérêt, je crois, de la thématique de ce soir, peut d'être aussi transversale. Il y a des actions dans le tribunal administratif où on peut invoquer, je ne sais pas, par exemple, le caractère non nécessaire de la mesure. Il y avait un aspect très intéressant, je crois, dans le film, qui était, l'un des intervenants disait, un insecticide, j'y connais rien, hein, un insecticide, c'est pas préventif, c'est curatif. Or ici, l'arrêté semble avoir été pris dans une idée préventive plutôt que curative. Voilà peut-être un argument qui aurait été porteur devant la juridiction administrative pour contester l'arrêté. Une question à Monsieur Baudin. Donc, j'ai compris que vous travailliez dans les vignes, et donc vous avez décidé pour un choix personnel d'arrêter, et donc de basculer de l'autre côté de la caméra finalement. Mais par rapport à l'histoire de Monsieur Giboulot, quand est-ce que vous découvrez cette possibilité de sujet? Alors moi à l'époque je travaillais donc en Saône-et-Loire chez des copains qui sont des copains d'Emmanuel, hein, les frères Brett, hein, même pour les citer, parce qu'on s'entend très très bien et ça se passait très bien avec eux. On apprend en fait par la presse qu'il y a cet arrêté préfectoral et qu'on va être dans l'obligation de traiter. Et avec les artisans vignerons de Bourgogne du Sud, à l'époque, c'est un regroupement de vignerons en fait en Saône-et-Loire. Tout de suite, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut contrer en fait? Ils se posent la même question que toi. Est-ce qu'on achète les produits? On les passe pas. Et puis on est tranquille. Est-ce qu'on n'achète pas les produits? On va peut-être jusqu'au tribunal.
Et en fait, moi j'étais assez impliqué dans le domaine, donc je connaissais quand même. Et puis à un moment donné, je me dis non, mais moi je peux. Là aujourd'hui, je peux plus. C'est quelque chose qui me tenait un peu à cœur. Il y avait des projets personnels aussi au milieu de tout ça. Je me suis dit bon, là je peux faire un documentaire. C'était mon deuxième documentaire, celui-là. Et c'était aussi en fait viscéral. J'avais besoin peut-être de le faire pour passer cette étape et puis éventuellement éviter que chaque année on se retrouve avec 3 traitements insecticides obligatoires. Parce que le risque, c'est que nous, on était quand même tous les jours dans les vignes. On respirait tous les jours ces produits. Même étendre son linge, en fait, on sentait le produit dès qu'on sortait dehors. Donc, on peut imaginer, on étend son linge dehors, et puis en fait, on va se coucher dans son linge qui a potentiellement... Si on sent le produit, ça veut dire qu'il y a des molécules, en fait, dans l'environnement qui font qu'après, on va dormir avec ces produits. Et alors, quand on commence à chercher un petit peu sur ces produits, il y a très peu d'informations. Et après, bah voilà, on rencontre... Enfin, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Jean-Marc Bonmatin, qui est quand même le chercheur aujourd'hui qui fait référence, qui était passé sur France Inter. J'ai pris contact avec lui, il a tout de suite accepté que... Et plus je cherchais, plus je me disais non mais c'est complètement fou cet arrêté préfectoral. Et c'était pas du tout, en fait, c'est un peu comme toi au départ, tu te dis bon, moi je peux pas. Et en fait, en cherchant, on se rend compte en fait de tout le film. En fait, c'est un petit peu une année de ma vie, quoi. Là, vous avez voilà, en 52 minutes, c'est pas mal. Moi j'ai une réflexion, je suis travailliste, donc j'ai une réflexion quand j'ai vu le documentaire. J'identifiais M. Giboulot un peu comme un lanceur d'alerte. C'est-à-dire essayer, c'est le pot de terre contre le pot de fer, hein, essayer de dénoncer ce qu'il considérait peut-être un petit peu seul, ou à quelques-uns au début, mais une aberration. Et puis essayer de ramer et puis d'obtenir un résultat. C'est le principe du lanceur d'alerte. Hein. Bon, c'est dénoncer une atteinte à l'intérêt général, donc c'est plus global, mais c'est même dire vous respectez pas la loi, mais c'est l'esprit. Moi, je suis un lanceur d'alerte en disant attention, là, dans ce cas-là, c'est excessif, c'est pas urgent, ça peut pas être préventif, etc. Est-ce que cette notion-là, elle a existé dans les débats de ces quelques années ? Oui, bien sûr. C'était ma posture. Au début, c'était une posture individuelle, mais en fait, avec l'association dont parlait Guillaume et puis une autre association qui s'appelle Le Geste, le groupement d'études et de suivi des terroirs, on a organisé une réunion à Beaune, comme ça dans l'amphithéâtre du lycée viticole, où on a fait intervenir un ensemble de techniciens, de chercheurs, donc notamment des gens qui figurent dans le film, là, qui sont intervenus, pour justement essayer de voir quelle posture prendre. Donc ça, c'était quelques semaines, quelques temps avant que l'arrêté préfectoral ne sorte. Et moi, j'ai notamment poser la question. Bon, j'ai essayé de faire entendre une voix différente parce que j'avais appelé des collègues du sud de la France qui étaient confrontés à cette problématique-là pour avoir un peu leur retour. Et puis j'ai essayé de faire entendre cette voix d'approche différente. Et le sous-directeur du SRAL, donc le service régional de l'agriculture et de la forêt qui était présent, à chaque fois a dit voilà, bon, la loi c'est ça, on est obligé de traiter pour telle et telle raison, et comme ça et comme ça. Et à la fin j'ai dit et si on ne traite pas, qu'est-ce qu'on risque? Et donc là il m'a dit non mais voilà, c'est 20 000 € d'amende, 6 mois de prison. 6 mois de prison, peut-être bien, un truc comme ça. Donc voilà, bon, et j'étais à côté d'un géologue là, que je connais bien, Yves Héraudy, et j'ai dit bon bah écoute, je crois que la messe est dite, moi j'y vais parce que il n'y a plus rien à faire. Et donc j'ai pris ma décision, mais ne croyez pas que j'étais seul, parce que on évalue à travers les chiffres des distributeurs de produits. Thibault Liger-Belair a eu la même histoire. Oui, après Oui, on voit ce collègue, là, Thibault, qui lui a des vignes entre la Saône-et-Loire et le Rhône, et qui a également été poursuivi par le préfet de Saône-et-Loire. Voilà. Et donc en fait, on évalue entre 30 et 40% les personnes qui n'ont pas traité leurs vignes. Donc effectivement, beaucoup ont acheté les produits, mais ne les ont pas mis. Mais certains, des gens conventionnels n'ont pas acheté les produits, ne les ont pas mis. Des gens bio ont acheté les produits, les ont pas mis, ou voire les ont épandus. Enfin, il y avait tous les cas de figure, quoi. Alors je vois que les étudiants en droit se préparent à s'affronter pour les deux thèses qu'on imagine bien. Est-ce que la salle a des questions à nos invités ?
Bonsoir, déjà merci de votre prestation et de votre présence. C'est un honneur. Moi, j'avais juste une question très simple. À vous, monsieur, j'ai oublié votre identité, pardonnez-moi. Oui, vous. Vous avez dit que c'était un travail de longue haleine. Par exemple, vous avez énoncé en espèce que pendant 2 ans, vous avez potassé le sujet. Donc moi, ma question, c'est une question atypique, mais c'est est-ce que la nuit porte conseil dans ce cas-là pour la création de votre film, le scénario, les tournures de phrases et tout ce qui s'ensuit. Voilà, merci beaucoup. Bah, c'est vrai que faire un documentaire comme celui-là, ça demande quand même pas mal d'énergie et pas mal de temps. On passe énormément de temps. Là, ça faisait longtemps que je l'avais pas revu, donc je l'ai revu dans la salle, mais normalement, j'arrive vraiment plus à l'entendre tellement que je l'ai vu 2 fois. Là, je viens de finir un documentaire qui sort pour l'année prochaine, mais on a les avant-premières la semaine à partir de dimanche. Là, c'est pareil, là, j'arrive plus à entendre le son. Pendant les vendanges, là, parce que je suis un nouveau quand même vigneron, hein, je tiens à le préciser, mais pendant les vendanges, j'avais à chaque fois les paroles qui reviennent en fait quand je suis en train de vendanger. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait un film comme ça, en fait, on est tellement impliqué qu'on... C'est un passionné, c'est pour ça. Oui, peut-être un peu trop, un peu trop exigeant peut-être avec des projets comme cela, mais c'était vraiment intéressant par contre de creuser le sujet et puis d'aller... oui, la nuit porte conseil. Je pense qu'on peut pas dire c'est un sujet qui est ni tout noir ni tout blanc, comme on va parler des loups en montagne, ou on va parler, je sais pas, d'enterrement des déchets nucléaires. On peut pas dire que, en fait, on n'a pas de solution. Voilà, on n'a pas de solution miracle. Il faut trouver un genre de compromis à chaque fois. Et après, je pense que des passages au tribunal, comme tu as pu le faire, ont permis de mettre vraiment le sujet sur la table et ont permis aussi de faire prendre conscience à une partie des vignerons qui pensaient au départ que tu étais plutôt quelqu'un qui était en duo avec, qui avait pas qui n'était pas du tout dans cette mouvance, mais tes prises de parole, en tout cas en public, ont permis de faire évoluer le débat. Et qu'aujourd'hui, en fait, on ne se retrouve pas avec des traitements insecticides obligatoires systématiques comme ça a pu être le cas en 2013. Donc, en fait, voilà, à chaque fois, on arrive en fait sur des... je pense que le concours de Bleu d'Ori va nous bien animer un peu dans le même genre. Ils n'auront pas la nuit pour qu'ils leur portent conseil, eux. Je voudrais savoir, c'est quoi le prochain documentaire, parce qu'on cherche déjà un thème pour la nuit du droit 2023. C'est sur les vignerons en agriculture biologique et en biodynamie. Ça s'appelle Vigneronne. Et il n'y a pas... là, c'était vraiment un sujet qui était très orienté sur le droit, qui est assez spécifique quand même. C'est pas un film qui est facile à placer, même dans le cadre de cinéma, même s'il y a eu quand même pas mal de cinémas qui l'ont pris. C'est quand même un thème assez particulier. Là, c'est vraiment beaucoup plus large et vraiment autour un beau voyage au milieu du monde du vin, en Italie, en Suisse et en Ardèche. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Oui. Bonsoir. Moi, on a parlé de 2013. On a parlé de maintenant. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans le futur. On a parlé de prison, de sommes d'argent, de pénalités. Voilà. Je voudrais savoir, moi, s'il y a des lanceurs d'alerte dans le futur ou même maintenant, s'il y a des choses qui sont faites pour que ça soit plus accessible et que la justice, le droit fasse un petit peu moins peur. Je sais pas si vous voulez répondre, vous. Je vous laisse la parole. Je laisse la parole, parce que... Je ne sais pas si je peux répondre à votre question, mais un des principes du droit répressif, parce qu'il n'y a pas que le droit pénal, mais le droit pénal est un droit répressif, c'est quand même de faire peur. C'est de sanctionner la commission d'infraction, et ce qui était reproché à M. Gigoulot, c'était une infraction, c'est du non-respect d'un arrêté visant à une protection particulière, donc il en a été relaxé, mais le but du droit pénal qui fixe des peines, c'est quand même, pour reprendre votre expression, un peu de faire peur, certes pour sanctionner une atteinte à la règle sociale, par la commission d'une infraction, mais aussi pour essayer de prévenir cette atteinte en disant si vous commettez cette atteinte, et c'est très tentant, attention, vous risquez un certain nombre de pénalités. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait des réflexions pour que le droit pénal, en tout cas, fasse moins peur. Qui prenne en compte l'évolution de la société, ça c'est une certitude, et c'est un travail de tous les instants, notamment du législateur.
un peu de l'autorité judiciaire aussi, mais aussi du législateur qui est celui qui fait évoluer la loi. Oui, et moi j'ajouterais effectivement que le droit évolue, et il évolue par les procès qui ne sont pas médiatisés d'ailleurs, hein, et on voit dans cet exemple-là assez typique, hein, l'approche environnementale a évolué, il y a eu une prise de conscience, ne serait-ce que de nos élus. Donc c'est ainsi, c'est aussi, enfin le droit il est régulateur sur certains sujets, donc on n'évitera jamais les procès, parce que vous le savez, on a des législateurs qui veulent toujours faire des textes, des lois, des règlements, donc les choses évoluent. Elles évoluent doucement, c'était dit à la fin du documentaire, sûrement, peut-être, ou pas, je ne sais pas, mais enfin, à mon sens, c'est inévitable. Et on a donc tous les acteurs qui sont là pour aider, pour épauler et pour avancer finalement. Je vous propose de passer aux choses tout aussi sérieuses qu'avant. À nos groupes d'étudiants qui se sont essayés à la plaidoirie grâce au coaching de deux avocats du barreau de Dijon, dont je suis très fier, maître Abramovitch et maître Jaffeux, qui ont donc essayé de leur inculquer toutes les astuces, la façon de pouvoir s'exprimer, et surtout vous convaincre, parce qu'il va falloir à l'issue de la plaidoirie des deux thèses voter pour... Alors, après, chacun faudra comme il voudra, mais je pense qu'il faut voter pour la prestation qui vous aura le plus plu et le plus convaincu, au-delà même du sujet qu'il traite. En tout cas, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Donc moi, je leur souhaite évidemment bonne chance. Je ne sais pas si Laure ou Alexandre veut dire un petit mot. Non, elle n'a pas envie. Donc on va vous céder la place. Est-ce que vous voulez... Comment vous positionnez? Et puis les autres plaideurs, Donc la thèse première, c'est l'antipesticide. Mesdames et messieurs les jurés exceptionnels, pour ces assises exceptionnelles, vous allez prendre une décision grave ce soir, dont vos enfants et même vos petits-enfants vous remercieront. Vous allez condamner les pesticides. Car ce soir, on est tous des Greta Thunberg, et pas le PSG en char à voile. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Monsieur le Bâtonnier, vous aussi allez être des Greta Thunberg ce soir. Comme moi, vous avez 2 jambes, 2 bras et 10 doigts. Vos enfants aussi, non? Louis, Léo, Charlotte, Aliénor, Lola et 9 autres enfants nés ici en France n'ont pas eu cette chance. Ils sont tous nés sans bras, sans mains ou sans doigts. Denis, vigneron, est mort de suite d'un cancer du foie à cause des pesticides qu'il pulvérisait sur ses vignes. Pascal Fourneau est un ouvrier viticole, victime des pesticides, ne parvenant pas à faire reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle. James Bernard Murat est mort d'un cancer dont le caractère professionnel a été lié à l'utilisation d'arsenic de sodium, a été reconnu en février 2011. Monsieur Jubilo, heureusement, n'est pas mort. Nous nous réjouissons de sa présence parmi nous en parfaite santé. Mais à quel prix?
Les pesticides sont censés éliminer les maladies, mais nous tuent directement. Les pesticides sont faits pour tuer les nuisibles qui deviennent résistants. Les pesticides seraient un atout économique, mais à quel prix? Au détriment de notre santé et de l'environnement? Mesdames, Messieurs les jurés, aujourd'hui, nous allons vous fournir toutes les preuves pour condamner les pesticides. Ces preuves, on les trouve dans les domaines de la santé et celui des atteintes graves à l'environnement. Tout d'abord, connaissez-vous les principaux symptômes liés à une exposition aux produits phytosanitaires? Vomissements, nausées, maux de tête, grande fatigue, douleurs musculaires, eczéma, et j'en passe tellement ils sont nombreux. Je suis désolé, mais ce n'est pas ce soir que je vais mettre des paillettes dans vos vies. Les produits phytosanitaires, ou plus communément appelés pesticides, ne portent pas ce nom pour rien. La terminaison « cide » indique qu'ils ont pour fonction de tuer les êtres vivants, tels que les champignons, les insectes et les herbes, par exemple. Ils présentent également un risque toxique pour certains organismes qu'ils ne ciblent pas, comme celui des êtres humains. Il vous faut des preuves, me direz-vous. Selon l'INSERM, il y a des associations entre l'exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez l'adulte, comme la maladie de Parkinson, les cancers de la prostate et d'autres types de cancers. Une étude confirme que certains cancers touchent davantage les agriculteurs que le reste de la population. Cette même étude a révélé que les femmes utilisant des pesticides avaient 2 fois plus de risques d'être atteintes d'un cancer des ovaires. Il vous faut encore plus de preuves. Alors, parlons de la contamination des Antilles par la chlordécone. Ça, c'est du flagrant délit. Il s'agit d'un insecticide ultra toxique utilisé entre 1972 et 1993 pour détruire les charassons du bananier. Sauf que d'après l'INSERM, ces pesticides ont fortement augmenté les risques des cancers de la prostate. Cancer dont le nombre en Martinique tient les records du monde. Comme par hasard. Comme par hasard? Non, c'est bien une responsabilité avec un lien de causalité avéré. Vous avez encore des doutes? Votre intime conviction n'est pas encore fixée. Et si je vous disais que les expositions aux pesticides au cours des périodes prénatales et lors de la petite enfance sont particulièrement dangereuses pour le développement de l'enfant. Qu'en cas d'exposition de leur mère pendant la grossesse, les enfants ont un surrisque de tumeurs cérébrales, des malformations congénitales ou de leucémie. Que le risque de développement de leucémie aiguë pour un enfant croît à chaque augmentation de 10% de la proportion des surfaces en vigne dans un rayon de 1000 mètres autour de son domicile. Là, votre intime conviction, elle en est où? Personnellement, je ne voudrais pas voir mon enfant naître sans bras ou sans main parce que mon voisin a décidé de traiter ses vignes. Et vous, ça vous dirait? Mais bon, comme vous venez de le voir dans le documentaire, c'est dans l'État, et au vu de sa décision, il vaut mieux soigner des vignes plutôt que prendre soin de la santé humaine. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une bonne bouteille de vin? Madame, Monsieur les jurés, on ne vous demande pas de révolutionner le droit. La Cour de cassation a pris le pas en rejetant par un arrêt de la Chambre civile rendu le 13 octobre 2021 le pourvoi de Bayer Monsanto entérinant définitivement la condamnation du fabricant des pesticides. Mais, de toute façon, eau ou vin, peu importe ce que vous choisirez,
les pesticides sont partout. Quand vous prendrez votre décision, mesdames, messieurs les jurys, pensez bien que les pesticides s'infiltrent dans vos jardins, sous vos maisons, et se retrouvent dans l'eau que vous buvez. En effet, les recherches ont montré que chaque cours d'eau et environ 90% des puits d'eau sont pollués par des pesticides. Concernant la fertilité du sol, on constate les déclins des populations des micro-organismes bénéfiques au sol. Nous n'avons plus assez d'organismes pour retenir les nutriments, ce qui entraîne une diminution du rendement des cultures. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On remet des engrais. En fait, la réduction de la diversité biologique va plus loin. Les déclins des pollinisateurs comme les abeilles causent une réduction de la nourriture, les plantes n'étant plus pollinisées. Mais alors, que fait l'État? Eh bien l'État, bien assis au fond de sa chaise, dans un bâtiment situé en plein centre-ville, loin des zones rurales concernées, choisit la solution facilitée, en prenant des arrêtés demandant de traiter abondamment, sans même s'appuyer sur des études de terrain précises. Ou comment tuer une mouche avec un bazooka. C'est vrai. Pour éradiquer des petits insectes et des champignons, l'État n'hésite pas à employer les grands moyens. En fait, ce n'est que lorsqu'il est contraint par l'Europe que le gouvernement français sait prendre des mesures appropriées. Par exemple, depuis plusieurs années, la réglementation européenne oblige à évaluer les pesticides avant leur mise sur le marché. L'exécutif est même prêt à réduire de 50% l'utilisation des pesticides d'ici 2025. Enfin bon, ne nous réjouissons pas trop vite. La dernière fois que l'État a respecté l'un de ses engagements, c'était... Ah bah non, c'est jamais arrivé. Le problème, c'est que malgré ses bonnes intentions, la tendance reste à l'utilisation massive de pesticides, peu importe les conséquences. Depuis des décennies, la quantité de pesticides utilisés ne cesse de croître. Chaque année, plus de 4 millions de tonnes de poison est déversée dans les cultures du monde entier. On veut du rendement, du bénéfice. Et pourtant, le coût des soins engendrés par les maladies liées aux pesticides n'est pas négligeable. Tiens, puisque nous parlons d'argent, oui, il y a bien un fonds d'indemnisation pour les enfants malades. Mais réfléchissez un instant. Vaut-il mieux que votre argent serve à financer la recherche sur une façon de produire plus saine ou à réparer les conséquences néfastes que les pesticides ont sur notre santé? Bon, le constat est alarmant et loin de nous l'idée de développer en vous un état d'éco-anxiété aggravé. Car il existe des solutions. Et elles sont même moins chères. Pour lutter contre la flavescence, puisque c'est le sujet de la soirée, on pourrait éliminer directement les plants contaminés ou lutter contre la cicadelle avant qu'elle n'arrive à l'âge adulte. On peut aussi pulvériser une solution à base de savon noir pour combattre directement le phytoplasme. Au-delà de cette problématique, on peut aussi privilégier une solution que vous connaissez tous, l'agriculture biologique. On le sait depuis longtemps, cette solution est efficace. Produire de façon biologique, c'est respecter les équilibres naturels et réduire les substances chimiques dans notre alimentation. Pour contrer les pesticides, les agriculteurs ont plein d'options. L'engrais vert, la rotation des cultures, le compostage, ils peuvent aussi introduire des organismes vivants carnivores qui se nourrissent des insectes nuisibles. C'est le cas des coccinelles, des guêpes, des perce-oreilles, des araignées, oui, tout ça. Ou plus simplement, les agriculteurs peuvent choisir des espèces végétales plus résistantes aux maladies et adaptées aux conditions locales. On est d'accord, ce n'est pas un travail de feignasse, ça prend du temps. Mais compte tenu des bienfaits sur notre santé et sur l'environnement, ça en vaut la peine. Cela nous fait donc un beau panel de solutions à mettre en place. Malheureusement, les producteurs de pesticides comme Monsanto, Bayer, Corteva, Agriscience se font tellement d'argent sur notre santé qu'ils n'ont sûrement pas pour intention de changer. Vous trouvez ça normal, vous, de condamner un agriculteur qui refuse de traiter pour notre bien-être, alors que les grands producteurs de pesticides, eux, restent impunis? Non. La lutte contre les pesticides doit aussi passer par la condamnation des géants mondiaux de l'industrie chimique. Mais alors, que faire contre ces multinationales qui nous empoisonnent? Selon vous, chers jurés, quelle peine serait la plus juste?
Jusqu'à présent, ils bénéficiaient de la présomption d'innocence. Mais après tout ce que nous avons énoncé, entre nous, doit-on encore leur laisser le bénéfice du doute? Doit-on les condamner à mort? Non. Nous savons que ce n'est plus de notre temps. Merci Badinter. Un rappel à la loi, c'est mort. Ils ne respectent même pas notre vie. Pourquoi respecteraient-ils la loi? Des travaux d'intérêt général? Ils s'en sortiraient trop bien. Et puis, un petit travail ne suffirait pas à réparer les dégâts qu'ils ont causés. Quoi d'autre? Une peine de prison? Une amende? Soyons sérieux. Vous avez évidemment pris conscience du danger et vous êtes convaincus de la culpabilité de l'accusé. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous rappeler que les vignerons sacrifient leur santé. La biodiversité est chamboulée, les insectes sont décimés, notre propre nourriture est contaminée. Et n'imaginez pas que vous serez épargnés. Nous sommes tous concernés. Il est temps que ça cesse. Ils nous tuent. Maintenant, vous savez, il faut qu'ils assument. Il faut rendre justice à tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux qui ont souffert ou qui sont morts par les fautes graves et irréversibles commises par les accusés. C'est à vous, jurés, de délibérer, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction. Le sort de ces enfants, de ces familles, des générations futures, de notre planète, est entre vos mains. Enfin, pour les enfants qui sont nés avec des mains. Sur ce, nous vous souhaitons une très agréable nuit du droit. Monsieur le Président du tribunal judiciaire, Monsieur le Président du tribunal administratif, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le bâtonnier, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention et pour votre présence ce soir. Et donc j'aimerais rebondir bien sûr sur ce qui a été dit. Je vous appelle tous à ne pas condamner l'utilisation des pesticides. Je vous appelle à prendre en considération des éléments qui me paraissent importants. Il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi nous avons utilisé des pesticides. Car juger, et c'est la position que vous avez ce soir, c'est essayer de comprendre que nous étions bien obligés d'utiliser des pesticides. Les hommes de science ont commis des erreurs. Et les hommes de science continueront d'en commettre. Mais si nous condamnons l'utilisation des pesticides, alors nous condamnons également toutes les possibles avancées dans le domaine. Pensez-vous réellement qu'il faille interdire complètement l'étude et le développement de nouveaux pesticides? Pensez-vous réellement qu'enterrer le problème mènera à des résultats intéressants? Ce n'est pas en appliquant la politique de l'autruche que l'on résoudra la question. Tout d'abord, il est impossible de se passer complètement des pesticides. Les pesticides ont été utiles et le sont toujours. Sinon, on ne les aurait jamais développés et on ne les utiliserait plus depuis bien longtemps. On ne serait même pas là ce soir en train d'en discuter. Et les pesticides, qu'on le veuille ou non, font partie de la science. Et ils ont permis des avancées importantes. Ils ont permis de garantir des rendements importants. Ces rendements ont eux-mêmes permis de développer des exploitations. Et de nombreux vins sont nés de vignes qui utilisaient des pesticides. Alors oui, les pesticides peuvent être dangereux. Mais il est possible de citer bien d'autres découvertes ou inventions qui, si elles sont mal utilisées, peuvent s'avérer elles aussi très dangereuses. Alors que si elles sont bien utilisées, elles sont extrêmement utiles pour tous les hommes. Par exemple, Marie Curie, en découvrant le radium et la radioactivité, elle a donné naissance à une nouvelle science qui a permis de soigner de terribles maladies. Et pourtant, elle est morte à cause des recherches qu'elle a menées sur le sujet. Autre exemple, celui du nucléaire. Ce dernier peut à la fois être utilisé comme source d'énergie, mais également comme arme de destruction massive. Pourtant, cela n'a pas empêché de développer des centrales, bien que sa dangerosité n'était plus approuvée après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Et cela n'empêche pas les scientifiques de continuer leurs recherches dans le domaine,
notamment sur la fusion nucléaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on tient cette nuit du droit. On est éclairé. Et 75% de notre électricité provient du nucléaire. Pareil, on ne serait pas là ce soir. Mais revenons-en au sujet. Laissez-moi vous donner quelques chiffres concernant la viticulture. En 2019, la France a produit 4,2 milliards de litres de vin, soit 17% de la production mondiale. Est-ce que vous vous en rendez compte? 17%. Vous pensez vraiment que ces 17% sont tous des vins biologiques? La réponse est bien évidemment non. Ce sont également 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'export, sans compter que près de 500 000 emplois directs et indirects dépendent en France directement de la viticulture. Mais il faut également parler du prix de ces vins. Et là où on nous vend, mes collègues vous vendent, que l'on peut, avec des solutions écologiques, produire des vins moins chers. D'accord. Alors, moi je vais vous donner des chiffres. En moyenne, un vin sans certification bio coûte 9,99 €, alors qu'un vin avec la certification bio coûte 12,99 €, soit une différence de 3 €. Donc on produit moins cher, et en plus, on arrive à vendre plus cher. Donc c'est la magie du bio. Ça s'explique aisément, notamment, cette explosion du prix. Par le fait que, normalement, si on prend les bons chiffres et si on n'essaye pas d'inventer que le bio c'est génial, et puis que bien sûr on va arriver à produire tout moins cher, et puis que tout va bien dans le meilleur des mondes. Normalement, une exploitation biologique c'est 28% plus coûteux. Et cela pour deux raisons majeures. On a avec la viticulture bio, en moyenne, des rendements qui sont inférieurs à 20% par rapport à une viticulture conventionnelle. Et on a aussi des frais d'embauche qui sont nettement plus importants. Il ne faut pas oublier surtout que la France est mondialement reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses vins. La viticulture fait partie du patrimoine français. Pensez-vous qu'il faille, en ne produisant que des vins bio, empêcher toute une partie de la population de boire du vin? Ce serait encore une fois faire porter le coût du développement sur les plus faibles. Donc on nous parle de puissants. Mais au final, les puissants, ce sont eux aussi qui peuvent boire le vin bio. Le serpent se mord la queue. On va quand même pas exclure tous ces gens-là du patrimoine français. Vous avez absolument raison, chers confrères. Je veux même aller plus loin. Vous avez peur. Vous avez tous peur. Et j'ose le dire, la peur est l'émotion la plus répandue chez l'homme. Et y céder, il serait une grave erreur, car c'est retourner dans un obscurantisme moyenâgeux, comme le voudraient les acteurs du documentaire. Dans cet esprit, le court-métrage présenté est extrêmement biaisé et fait état en réalité d'un journalisme d'opinion. La preuve en est à la fin du documentaire, et la musique néo-hippie, qui est totalement à charge et surtout d'une niaiserie sans nom. Mais il serait plutôt superficiel de baser notre accusation sur des choix musicaux douteux. Ce que nous reprochons davantage ici est la profonde démagogie exercée dans le reportage où tout est mis en œuvre pour crier à l'injustice. Les médias modernes sont d'une horizontalité affligeante. À une certaine époque, tout sujet ne pouvait faire l'objet d'un reportage. Aujourd'hui, chacun cherche à médiatiser son affaire qui serait prétendument plus pertinente et plus sociétale que les autres. N'importe qui peut se faire entendre et les fourberies des communicants pourraient nous faire croire n'importe quoi. Alors, un peu de musique dramatique par-ci, quelques récits exagérés racontés à l'œil par-là, et pour couronner le tout, parler d'un animal mort et vous ferez pleurer dans les chaumières. Outre les moyens déloyaux dans la forme de ce reportage, nous nous indignons contre ce rôle tout noir donné aux pesticides. La partie adverse nous dresse un portrait très caricatural et restrictif de ce que sont les pesticides. Cessez de penser automatiquement au glyphosate ou à l'arsenic. En réalité, ce qui signifie étymologiquement tueur de fléaux regroupe plus de 1000 substances très hétérogènes, tant du point de vue de leur structure chimique que de leur action sur les organismes ciblés. Et
Sur le marché des pesticides, presque 20% sont des biopesticides. Alors, est-ce que c'est pas un peu exagéré de crier à la mort pour l'utilisation de quelques coquilles d'œufs ou de citron? Il est totalement abject de vouloir lutter une lutte si froide contre un outil qui nous a permis notre émancipation, tant sociale qu'économique. Et sans pesticides, les prix seraient plus élevés, comme l'a dit mon collègue. Je vous le dis. Sans les pesticides, tous les produits renchériraient. En effet, sans protection des plantes, les rendements diminuent. Et de source, si la demande demeure constante, les produits agricoles augmentent. Et oui, l'éternelle loi de l'offre et de la demande. Et, comme l'a explicité mon confrère, ce serait encore et toujours ces classes les plus faibles qui trinqueraient. Et qui dit augmentation des factures alimentaires, dit restriction dans d'autres domaines. Les produits phytosanitaires garantissent donc, sans conteste, une offre régionale à des prix abordables pour tous. En ce sens, les vins bio sont beaucoup plus chers et donc pas accessibles pour les personnes qui en ont le plus besoin, car souffrant de pauvreté tant financière que morale. Prenons l'exemple de la villageoise avec laquelle subsistent les plus infortunés d'entre nous. Celle-ci est vendue à un prix de 2,45 € le litre. Et le vin de cette même marque, vendu avec l'étiquette bio, se vend à 5,47 €, soit pour être précis, une augmentation de 173,5%. Alors, une telle différence de prix est justifiée par une absence totale d'utilisation de produits chimiques, mais entre nous, les plantations avoisinantes ont bien dû propager leurs pesticides, que ce soit par irrigation ou par transfert aérien. Enfin bon, tout ce charabia pour vous dire que les plus pauvres ne penseront même pas à acheter une bouteille étiquetée bio et que les classes moyennes y réfléchiront plutôt 2 fois qu'une avant d'utiliser ce vin à plus de 5 € le litre dans leur risotto ou leur moule. Sans pesticides, les dommages climatiques augmenteraient. Alors oui, cela peut paraître illusoire, mais je vous l'assure. L'utilisation responsable des produits phytosanitaires comporte de nombreux avantages écologiques. Il n'est pas dans l'intérêt de la nature que les parasites se développent. Personne ne conteste que le changement climatique constitue l'un des plus grands défis environnementaux. On va déjà essayer de se concentrer sur la réduction des gaz à effet de serre. Certes, la conversion à l'agriculture biologique peut réduire en partie les émissions de gaz, mais les cultures sans herbicides exigent un plus grand travail mécanique du sol et donc une consommation en énergie plus importante qui s'agrémente d'une sympathique érosion. Comme le rendement de l'agriculture biologique est en moyenne inférieur de 25%, il faut cultiver une plus grande surface, ce qui augmente les émissions de CO2. Et puis je trouve cela facile, en tant qu'occidentaux, de blâmer ces pays et ces parties du monde qui tentent de subvenir aux besoins de leur population par des moyens peu écologiques. Car ce sont ces mêmes moyens peu écologiques que nous avons utilisés il y a plusieurs décennies et qui nous ont permis d'arriver à notre rayonnement actuel. Cette lâcheté de réflexion se retrouve également dans les critiques adressées et les quotas imposés à l'empire du millier ou du milliard, la Chine. D'autant plus qu'une grande partie de la production n'est pas destinée à ses citoyens, mais bien aux nôtres, grâce à la formidable mondialisation. Enfin, je vous le répète encore, n'ayez pas peur. Et puis au final ici, qui agit vraiment? Qui a un réel impact sur le monde de demain? Que faites-vous pour changer les choses à part critiquer et juger? Qui va réellement boycotter la Coupe du Monde au Qatar? On disait avoir confiance en la jeunesse pour attraper le tir, mais il est déjà trop tard, nous avons atteint un point de non-retour. Et puis, soyez honnêtes, pour avoir bonne confiance, vous allez voter pour la thèse adverse, en vous disant et en restant sur vos bonnes pensées, « Oh là là, les pesticides, c'est vraiment pas bien !» Puis ensuite, chacun va rentrer chez soi, en SUV, ou alors en tram pour les étudiants. Et non pas par conviction écologique, mais simplement parce que nous n'avons pas d'argent. Et vous allez vous installer dans votre canapé en attendant que votre soupe industrielle ultra transformée cuise au micro-ondes et que vos tranches de pain de mie pleines de conservateurs et d'additifs sortent du grille-pain qui libère lui-même des substances chimiques, cancérigènes et neurotoxiques. Alors maintenant, cessez d'avoir peur et faites le choix de la raison. Merci.
chargé de vous indiquer que tout le monde n'a pas l'application pour voter, semble-t-il, et que nous allons donc faire ça de façon non confidentielle et à main levée. Si vous êtes d'accord. Donc ayez un peu de courage quand même. Dans l'ordre, comment vous voulez qu'on procède? Non, je vais vous... Peut-être qu'on va voter dans l'ordre de passage, donc je vais vous proposer de voter pour ceux qui sont contre les pesticides et ensuite pour ceux qui sont pour. Il faudra m'aider parce que si c'est ric-rac, ça va être compliqué à compter. Donc je vous propose d'abord de voter contre les pesticides. Bougez pas, on est en train de compter, ça va durer un quart d'heure. Allez, gardez bien la main levée. Comme ça, vous avez compté? Non, moi j'ai compté à partir de là. Oui, de toute façon, c'est comme ça. Et vous avez compté jusqu'où? Vous avez tout compté? Très bien, le compte est bon. On l'espère. J'espère qu'il n'y a pas d'huissier dans la salle parce que sinon on est mal. Hein. Qui est, du coup, pour les pesticides? On va peut-être te dispenser de compter. Hein. Oui, il y en a moins. Il y en a moins, c'est assez... Ah, il va falloir compter alors. Et là, il va falloir recompter. Voilà, 70. Donc, sans grand suspense, remporte ce concours de plaidoirie les 3 plaideurs contre les pesticides. Bravo à eux. Bonsoir à tous. Je m'appelle Lopez Jimmy, je suis le nouveau doyen de l'UFR Droit, Sciences, Économie et Politique. Et j'apprécie la chance que j'ai d'être devant vous ici en tant que doyen aujourd'hui. D'une part parce que les acteurs du droit et de la justice ont organisé, je pense, un superbe événement sur un sujet riche et complexe, et je pense qu'il nous a parlé à tous.
pour diverses raisons. Moi, j'aurais envie de parler des difficultés d'organisation collective et de s'écouter. Mais ça, c'est mes nouvelles fonctions, je pense, qui m'amènent à ça. J'ai aussi beaucoup de chance d'être devant vous en tant que doyen, puisque ça fait que 3 jours que je suis doyen. Et puis, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, on est avant tout une UFR de droit. D'ailleurs, j'étais en train de me dire que le logo le montre très bien. Mais moi, je suis là. Je suis l'économiste. Et donc, j'ai beaucoup de chance, parce que ça veut dire que mes collègues juristes, mes collègues du droit, m'ont élu. Ça montre une nouvelle fois, je pense, leur ouverture. Donc, je les remercie beaucoup pour ça. Et pour finir, sur la chance que j'ai la chance, grâce à cet événement, de travailler une nouvelle fois avec Madame Bugnon, qui a participé à l'organisation de cet événement. Et j'en profite pour le dire, parce que je n'ai pas eu souvent l'occasion ces dernières années, n'étant pas doyen, mais vice-doyen, et parce que je sais aussi que Madame Bugnon va avoir d'autres activités ces prochains temps qui feront que j'aurai moins l'occasion de collaborer avec elle sur ce type d'événement. Donc je voulais la remercier pour ces années où, malgré le Covid et tout ce qu'on a vécu, elle a gardé le sourire et continué à avancer. C'était pas évident pour tout le monde. Après, je vais faire ce qu'on peut faire quand on a de la chance et pas fait grand-chose par soi-même, les remerciements. Et je vais donc vous faire ça. Et c'est clairement Caroline qui m'a préparé ça. Donc je la remercie encore, Madame Bugnon. Alors, on a les remerciements à l'Olympia qui nous accueille dans le cadre de la Nuit du Droit. Et c'est vrai que c'est mieux que certaines de nos amphis, il n'y a pas de doute. Hein. Je remercie donc l'Ordre des avocats de Dijon qui a pris en charge la location de la salle du cinéma. Monsieur Baudet et Monsieur Giboulot pour l'œuvre qu'ils nous ont montrée et pour, au-delà de l'œuvre qu'on a vue, tout le travail qu'il y a derrière, du coup les mots ne me viennent plus, mais voilà, l'importance de ce que vous défendez. Des remerciements à l'égard de Maître Laure Abramovitch, désolé, et Maître Alexandre Jaffeux, qui ont accepté de coacher nos étudiants et de les aider à construire leur plaidoirie. Je ne sais plus où ils sont. Ils pourraient se montrer, hein. Oui. Ah oui, très bonne idée. Levez-vous. Voilà, je félicite évidemment les étudiants pour leur plaidoirie. Et puis je remercie les spectateurs pour avoir été là. Et puis... Et puis surtout, je vous donne rendez-vous prochainement pour organiser de nouvelles manifestations communes chères à la faculté, aux juridictions et au barreau de Dijon. Merci à tous. On va peut-être te dispenser de compter. Oui, il y en a moins. Je demande un décompte. Hein. Il va falloir compter.